Parlez-moi d'IA. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit? Moi, je n'en dis rien du tout. Et la créativité, elle reste du côté de l'humain. Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Philippe Clément, bienvenue sur Parlez-moi d'IA sur Cause Commune, la radio pour débattre, transmettre et comprendre. Transmettre et comprendre, c'est aussi l'objectif que se fixe cette émission sur le sujet spécifique des data, des algorithmes et des intelligences artificielles. Nous avons 30 minutes pour essayer de mieux comprendre ces nouveaux outils. Cause Commune que vous pouvez retrouver sur le web cause-commune au singulier.fm, sur la bande FM à Paris sur le 93.1 et sur le DAB+, et en podcast sur votre plateforme préférée. Avec les datas d'audience, nous voyons bien que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter cette émission et ce podcast, et nous sommes ravis. Mais il faut nous aider. Alors, prenez 30 secondes maintenant pour vous abonner, pour liker, pour donner plein d'étoiles. Cela va manipuler l'algorithme et nous propulser encore plus loin. C'est notre seule récompense. Et en plus, c'est plutôt cool de manipuler un algorithme. Merci beaucoup. C'est le Aline Ruby de Cause Commune. Bon, vous n'avez pas la ref, mais vous aurez la ref plus tard dans l'émission. Il mène l'enquête dans l'univers de l'IA derrière les boutons de sa console, en oubliant parfois que son équipier au micro, Carlos Rivera, n'est qu'un robot assez juste réaliste pour faire illusion face à l'invité. Merci, Jérôme Sorel, de réaliser cette émission. Mais également, merci à notre directeur d'antenne, Olivier Gréco, pour nous donner cette opportunité de parler de data et d'IA. Merci à vous, chères auditrices et chers auditeurs, de tester ou d'écouter de nouveau cette émission et cette radio. Sachez que cette radio n'est animée que par des bénévoles, il n'y a pas de salariés. Tout notre argent est absorbé par nos frais de fonctionnement, à savoir les frais de diffusion FM et DAB, le loyer de notre local, les frais de connexion, l'électricité, ce lieu rare et fragile. Une subvention d'État qui tarde à venir en fin d'année, 2 mois de retard quand même, et notre petite trésorerie est mise à mal. Alors si vous voulez nous aider et nous filer un petit coup de main pour cet espace de liberté gratuit et sans pub, il y a une campagne de financement participatif en cours sur causecommune.fm. Merci pour votre soutien et les messages qui les accompagnent. Cette semaine, ma revue de presse contient bien entendu le drama des dernières semaines chez OpenAI. Mais bon, je voulais essayer de ne pas trop en parler. Bon, je vais quand même en parler un petit peu quand même. La seule chose que j'ai envie de retenir, c'est que cette histoire de PDG mise à la porte et appelée à revenir une semaine plus tard est significative de la tension générale du secteur. Celui-ci navigue entre la découverte fascinante du développement accéléré des potentialités offertes par les services d'IA et la terreur que cela suscite et qui pousse à réfléchir aux régulations à mettre en œuvre. Mais il n'y a pas forcément 2 camps qui s'affrontent, même au sein d'OpenAI. Chaque personne qui s'intéresse à ce sujet devrait être traversée en fait par cette tension, par cette recherche du bon positionnement du curseur entre laisser l'innovation nous apporter de la valeur et rester en contrôle. Imaginer une régulation sans brider les avancées pour l'humanité. Ce drama montre que même à la tête de l'entreprise fer de lance du secteur, on ne sait pas bien positionner le curseur, on hésite. Personne ne tire les ficelles, mais tout le monde doute. Et c'est bien le doute. Cela veut dire qu'on réfléchit, qu'on fait des essais, des erreurs, que l'on tente de se positionner. Tous les acteurs devraient douter. Les acteurs privés pour imaginer les apports et les limites, et les acteurs publics pour ne pas rester en dehors du jeu. Qu'est-ce qu'ils font d'ailleurs les acteurs publics en matière d'IA ? C'est un peu flou. Et heureusement pour nous, l'invité du jour va pouvoir nous aider. Depuis 2009, elle pilote le premier réseau national de transformation des collectivités territoriales en matière de numérique. Ce réseau s'appelle les Interconnectés. Elle a déjà accompagné les collectivités dans leur transformation numérique, dans leur transformation data et aujourd'hui dans leur engagement en matière d'IA. Bonjour, Céline Colucci. Bonjour Jean-Philippe Clément, merci de votre invitation. Merci d'être avec nous par téléphone pour évoquer ce qu'on peut appeler le plan d'action finalement des collectivités locales vis-à-vis de l'IA. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça ? On peut dire ça, oui. Alors, parlez-moi d'IA, Céline. Les collectivités territoriales commencent-elles vraiment à s'intéresser au sujet de l'IA et notamment grâce à vous ? Alors, je pense que c'est effectivement un sujet qui intéresse les collectivités territoriales parce que déjà, les collectivités territoriales sont des gens comme les autres. Donc, le sujet est difficile à éviter, d'autant plus depuis l'arrivée de ChatGPT et dans tous les médias. Néanmoins, cette histoire date d'il y a plus longtemps
au sein des collectivités, et c'est un sujet qui se rapproche très fortement de toute l'épopée sur la data que vous connaissez bien dans cette émission, et qui accompagne aussi la transformation numérique plus globalement des collectivités et un certain nombre d'intégration d'outils dans les différents services, dans les différents métiers des collectivités. Et du coup, si on revient un peu, parce que vous avez effectivement évoqué un peu l'historique, finalement, vous pilotez aujourd'hui une organisation qui aide, qui accompagne en fait les collectivités territoriales. Ça s'appelle les Interconnectés. C'est quoi exactement pour les collectivités territoriales, les Interconnectés? C'est une façon d'envisager les sujets numériques? Comment vous pourriez définir les Interconnectés? Alors, nous sommes une association de loi 1901 qui a la particularité d'être une association d'élus dédiée uniquement au sujet du numérique. Donc, on rassemble uniquement des collectivités qui ont décidé de travailler ensemble sur cette thématique. On a été créé en 2009 par deux associations qui sont Intercommunalité de France et France Urbaine, qui regroupent les intercommunalités de toute taille et les grandes villes, parce que c'est deux échelons qui, au niveau local, s'intéressent peut-être plus que d'autres aux enjeux des usages du numérique dans les politiques publiques. On est moins orienté sur tout ce qui est infrastructure, par exemple, qu'on traite aussi, mais qui est moins fortement présent chez nous. On est vraiment sur les usages du numérique, et même au-delà de ça, notre philosophie, c'est de dire comment le numérique peut être mis au service des politiques publiques. C'est vraiment ça le cœur du sujet. Et peut-être... Oui, allez-y. Peut-être juste pour expliquer la manière dont on fonctionne très vite, on a une commission des élus qui est commune aux trois structures que je vous ai citées, qui permet vraiment de donner la vision stratégique du numérique. Donc là, on n'est pas non plus dans une vision technique, mais bien dans une vision politique qui n'est pas partisane, mais qui est sur cette vision partagée entre élus de toute la France et de sensibilités politiques différentes. À partir de ces enjeux-là, on décline un plan d'action qui vient accompagner toujours de manière collective les agents des collectivités dans des groupes de travail communs qui leur permettent à la fois d'accéder à de l'expertise, de la formation et du partage entre pairs. Et puis, on essaie de diffuser le mieux possible l'ensemble de ces acquis ou ouvrir des nouvelles pistes de travail à travers des événements qu'on déroule tout au long de l'année dans différents lieux d'accueil auprès de différentes collectivités. Oui, c'est donc des groupes de travail en commun et des événements en plus ouverts finalement aux agents publics et aux élus. Tout à fait. Et l'idée de ces événements, c'est aussi de s'ouvrir aux écosystèmes qui sont concernés par nos sujets. Oui. On ne reste pas enfermé pour créer la rencontre. Pour créer la rencontre, pour créer le moment de premiers échanges. Et du coup, depuis 2009, avant d'arriver à l'IA, vous avez eu des programmes. J'avais lu que vous aviez eu un programme autour des chartes territoriales des données et des stratégies numériques responsables. C'est quoi ces deux grands programmes que vous avez animés pour les collectivités ? Alors, la question du numérique responsable, c'est vraiment la bannière commune de l'ensemble de nos actions aujourd'hui, puisqu'au lendemain des élections locales de 2020, l'idée de la commission renouvelée qui s'est réunie, ça a été de dire aujourd'hui comment on doit faire du numérique dans les collectivités. Et ce qui a fait consensus, c'est cette notion de numérique responsable qui n'est pas seulement sur le volet sobriété numérique, comme on a souvent tendance à le réduire, mais qui intègre aussi la partie sociale, donc comment on fait de l'accessibilité, de l'inclusion numérique, comment on va à la rencontre des citoyens pour partager les choix qu'on fait en matière de numérique, et également un volet plus éthique, comment on travaille avec les données, comment on les partage au service du territoire, quelle éthique on met dans ces sujets-là. Donc ça structure vraiment le plan d'attaque global. Donc la loi Rennes est arrivée après, donc on a vraiment monté un groupe de travail pour accompagner les collectivités sur la démarche numérique responsable. On a monté un guide, on a monté des outils pour les aider à développer ce plan-là. Et puis on continue à travailler aussi sur nos sujets d'inclusion, sur nos sujets de cybersécurité. Enfin voilà, on a d'autres sujets. D'accord. La charte autour des données,
c'est une manière pour nous de formaliser tout un travail qui a été fait pendant plusieurs années dans le groupe de travail Territoire Prod Data, qui s'est beaucoup intéressé à la question de la gouvernance des données, au partage des données à l'échelle du territoire. On parle de données pertinentes pour le territoire. Ouais. Et les difficultés, c'est souvent de pouvoir avoir la bonne qualité d'information. L'accès à la donnée, la qualité. Oui. L'accès, exact. Puisqu'on a des données qui sont possédées par des acteurs privés, on en a d'autres par des acteurs publics, etc. Donc l'idée, c'est de pouvoir avoir un espace commun qui permette de partager ces données dans un espace sécurisé où on se dit ce qu'on fait ensemble. Et les chartes accompagnent ça. Ça donne un cadre général, quoi. Voilà, ça donne un cadre général. Ça permet aussi au niveau politique de s'intéresser au sujet de manière différente, non pas technique, mais bien au service du territoire. Pour nous, c'est très important. Et puis d'embarquer les autres acteurs qui sont producteurs de données aussi. C'est souvent les métropoles qui ont des chartes territoriales des données, c'est ça ? C'est plutôt les grandes collectivités ? Alors, souvent, les grandes villes, les grandes métropoles sont pionnières sur le sujet. Néanmoins, on voit vraiment dans le réseau de plus en plus d'agglomérations, même des communautés de communes qui s'intéressent à ces sujets et qui les intègrent dans leur politique. Donc, il y a encore une prégnance des métropoles, des grandes villes, mais c'est des sujets qui vraiment se diffusent de mieux en mieux. Et puis, en juillet 2023, donc très récemment, vous avez décidé de mettre en œuvre un plan d'action spécifique pour l'IA avec 3 axes stratégiques. Tout à fait. Alors là, l'idée, ça a vraiment été une prise de conscience du côté des décideurs et des élus, de dire finalement ce sujet arrive très très vite dans le discours public, dans les outils métiers, dans l'espace public en tant que tel, etc. Et puis, ils n'avaient pas envie de se retrouver dans la même situation qui avait été la leur au moment du déploiement de la 5G, où finalement, ils n'avaient pas eu voix au chapitre pour décider si oui ou non il fallait en mettre, où est-ce qu'il fallait en mettre, qu'est-ce qu'il fallait faire ou pas. Et c'était finalement à recevoir sans pouvoir agir. Ouais. Ouais. Et du coup, c'est quoi ces 3 axes stratégiques ? Alors, les 3 axes stratégiques, il y en a un premier qui est un travail qu'on a démarré il y a déjà 1 an et demi. Là, l'idée, c'est vraiment de mettre l'intelligence artificielle au service des politiques publiques, toujours la même idée. Donc, c'est de partager entre collectivités des bonnes idées, des bons outils qui permettent d'avoir une meilleure efficacité. Alors ça peut être de l'efficacité énergétique, ça peut être une meilleure gestion de telle ou telle ressource, ça peut être aussi des économies, par exemple, sur le gaspillage alimentaire dans les cantines, en mode prévision. Voilà. Donc dès qu'il y a un territoire qui fait une bonne action, qui utilise l'IA, qui fait un beau projet, il peut le partager, et c'est l'idée de le partager à travers les interconnectés. C'est ça, donc c'est l'idée de partager les outils, c'est l'idée aussi de faire communauté, donc continuer à travailler ensemble entre collectivités, mais aussi avec les acteurs privés et les institutionnels. Et là, on collabore avec Ecolab sur ce sujet du ministère de l'Environnement, parce qu'il y a un très fort lien sur ces sujets-là avec les projets environnementaux. Ouais. Et il y a aussi du coup un axe autour de la prise en compte de l'IA dans la vie publique. Tout à fait. Donc cet axe-là, il est à la fois de travailler sur la manière dont l'IA vient s'inviter dans notre quotidien et comment quand on est un élu local, quand on est une collectivité, on associe les citoyens aux décisions qu'on va prendre dans cette sphère-là. Donc très concrètement, là, les premiers sujets, c'est la question de la surveillance vidéo assistée par l'IA dans l'espace public, puisqu'il y a notamment dans les villes qui vont accueillir des épreuves des Jeux Olympiques, des enjeux très forts qui arrivent, là vraiment en ce moment, quoi. Donc de prendre des décisions, d'arbitrer, qu'est-ce qu'on autorise, qu'est-ce qu'on n'autorise pas. Jusqu'où on va. Et puis l'idée, c'est vraiment, et c'est pour ça que je faisais le lien avec l'histoire de la 5G, c'est vraiment d'associer très en amont aujourd'hui les populations, les citoyens, sur les décisions qui seront prises à l'échelle du territoire sur ces enjeux d'IA.
Donc ça, c'est ce deuxième volet. On reviendra sur le troisième volet juste après la pause que je vous propose de faire maintenant, parce qu'on est déjà à la moitié de l'émission, figurez-vous. Je vous propose de faire une pause musicale, mais attention, l'heure est très grave, puisque YouTube a décidé de prendre la question des contenus générés avec l'IA à bras-le-corps. Oui, malgré les millions de vues engrangées grâce au contenu généré, on arrête de déconner. Les producteurs de contenu devront signaler tout contenu produit grâce à une IA. Les utilisateurs pourront même signaler un contenu qui semble généré ou manipulé, mais pas déclaré. Et pire que tout, enfin surtout pour nous, l'industrie musicale pourra demander le retrait d'un contenu audio généré par l'IA, imitant la voix d'un ou de plusieurs de leurs artistes. Donc là, c'est fini pour le bon temps où Parlez-moi d'IA passait des morceaux à la pause générés par l'IA, de la bonne soupe d'IA, comme on disait à l'époque, parce qu'on est quand même au 12e épisode, Jérôme. Nous avons donc dû réagir. Et comme on le dit dans l'intro de notre émission, la créativité reste du côté de l'humain, et que nous en sommes au 12e épisode et que c'est un moment important à fêter. Nous avons recruté un programmateur musical. Oui, tout à fait. On a recruté. Alors c'est encore une fois un bénévole et nous le remercions. France Inter a Djoubaka, dit Djoub. Et ben nous on va avoir Garlaban, dit Garlab. Et il nous propose de la bonne musique, souvent en rapport avec de l'IA. Bon, c'est à vous de deviner le rapport. On écoute donc, et j'espère que ça va vous faire plaisir, Céline, Pravida de Roger, de l'album qui, je crois, s'appelle Curryman, mais je n'en suis pas tout à fait sûr. Donc, du coup, voilà, on écoute ça pendant la pause musicale. Deixa ser, vamos pra vida. Quem chorou, quem sofreu com a partida. Já passou, já doeu, já raiou o dia. Novo sol, novo céu, nova alegria. Se o amor às vezes vem com a dor, a gente sofre, mas não para de seguir. Se a porta fecha, a janela com certeza vai se abrir. Hey! Deixa andar, deixa ser, vamos pra vida. Quem chorou, quem sofreu com a partida. Já passou, já doeu, já raiou o dia. Novo sol, novo céu, nova alegria. O amor às vezes vem com a dor, a gente sofre, mas não para de seguir. Não importa se a porta fecha, a janela com certeza vai se abrir. Bon, c'était très bon, merci Pravida. J'espère que vous avez apprécié, Céline, mais le morceau est très très long, donc si on veut pas finir la mission avec le morceau, il faut que je coupe. Merci beaucoup à Garlaban. Vous êtes toujours sur Cause Commune, sur 93.1 FM à Paris, vous toujours dans Parlez-moi d'IA, toujours l'épisode qui s'interroge sur le plan d'action des collectivités territoriales vis-à-vis de l'IA, avec Céline Colucci, la déléguée générale des Interconnectés. Céline, on parlait un peu de votre manière d'aborder l'IA avec les collectivités. Il y a aussi un troisième axe dont on n'a pas parlé, c'est la transformation des métiers, qui je crois qui vous tient à cœur. Tout à fait. Le troisième volet, c'est vraiment de voir... Pareil, on a un groupe de travail sur l'impact du numérique sur la transformation des métiers depuis 2 ans. L'IA et l'arrivée de ChatGPT notamment accélèrent clairement les questionnements au sein des collectivités. Et donc, on a un axe très fort sur cette partie-là, comment l'IA vient impacter les métiers des collectivités. Et on aura d'ailleurs la semaine prochaine, le 7 décembre, une journée dédiée à ce sujet-là à Montpellier, qui est une des collectivités qui s'est saisie peut-être un peu en avance de phase sur cette question-là. Il se passe beaucoup de choses à Montpellier. Ils ont lancé une consultation citoyenne autour de l'IA aussi, qui est assez intéressante à suivre.
Tout à fait. Elle aura lieu le 8 et 9 décembre, juste après notre événement centré collectivité locale de Sète. Ouais, vous en savez un peu plus? Vous savez comment ça va se passer? Alors je sais qu'ils ont un programme de travail assez chargé, parce que l'idée c'est aussi d'alimenter de points de vue très différents les citoyens, ces citoyens qui sont membres de cette commission, et donc ils l'ont rencontré Cédric Villani. Ils vont travailler avec des interlocuteurs côté État, mais aussi des philosophes, des chercheurs. Enfin, c'est extrêmement riche, et je pense que c'est tout à fait intéressant ce mode de travail. Oui. On a aussi une collectivité comme Rennes, par exemple, qui a mis en place un conseil citoyen qui accompagne de manière vraiment régulière les décisions, et qui est alimenté au fur et à mesure des différents sujets. Donc on voit que c'est des choses qui peuvent s'installer dans le temps aussi, ça fonctionne. Il est probable qu'on fasse une émission spéciale sur ces démarches citoyennes vis-à-vis de l'IA, et on s'organise pour le faire bientôt. Tiens, à Montpellier, il y a aussi, c'est fou Montpellier, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a aussi le 4 décembre, un festival sur les films générés par l'IA, et notamment des films courts-métrages. Donc pareil, 4 décembre, Montpellier, the place to be pour l'IA en ce moment. Et donc, il y a la stratégie nationale, quand même, et dans laquelle, du coup, vous vous insérez, les interconnectés, mais pas que. Comment vous intégrez en fait à cette stratégie aujourd'hui, les interconnectés et vos partenaires? Alors, sur la stratégie nationale, nous, on regarde ça évidemment avec beaucoup d'intérêt. On essaye, comme toujours, en tant qu'association d'élus, d'être en dialogue avec l'État et les différents ministères sur ces sujets-là. Par exemple, on est en lien avec le ministère de la Transformation publique, puisque il y a une expérimentation qui est mise en place actuellement sur 500 agents, puis 1000 agents pour l'intégration d'outils d'IA générative pour les appuyer dans leur mission. On a également des liens avec le ministère de l'Environnement et Ecolab en particulier. Et là, c'est peut-être un travail sur lequel on a le plus avancé, puisqu'on est partenaire avec eux de l'animation d'une communauté IA. Ouais. Qui regroupe et des collectivités, des entreprises, donc plutôt start-up, qui travaillent sur ces sujets-là, et puis les institutionnels, l'État évidemment, Ecolab, mais aussi un certain nombre de chercheurs et autres experts en conseil aussi qui peuvent accompagner. C'est aussi le groupe dans lequel il y a FranceIA aussi, le hub FranceIA. Le hub FranceIA, oui, tout à fait partie du groupe. D'accord. Et avec Ecolab, FranceIA et nous, on a publié tout récemment un livre blanc sur l'IA, qui est une des émanations en fait de ce travail commun, puisqu'on a fait une réunion lors de notre dernier forum national annuel en mars dernier à Toulouse. On a réuni en présentiel des représentants de ces trois entités, et on les a fait discuter sur quelles étaient leurs envies, leurs attentes, peut-être leurs difficultés aussi à travailler ensemble. Donc la fameuse rencontre entre le privé et le public, comment le privé qui peut proposer des choses et a des solutions peut répondre aux attentes du public. C'était ça l'objet de la rencontre. Et le livre blanc, c'est un peu la même chose. Enfin, c'est son objectif, c'est d'essayer de faire se parler ces deux mondes, qui sont pas si séparés que ça, mais. Le livre blanc, c'est un peu le résultat des questions qui s'étaient posées. C'est-à-dire que lors de cette rencontre émergeait un certain nombre d'incompréhensions ou de manque de connaissances réciproques. Ouais. Donc on a voulu, à travers ce guide-là, restabiliser, quand on parle d'IA, de quoi on parle. Déjà, ça c'est le début, parce que c'est pas toujours très clair. Ensuite, de faire le lien aussi au niveau, parce que là on est vraiment sur un axe objectif transformation environnementale, vraiment accompagner ces changements climatiques. Donc on est quand même sur une orientation précise. Il fallait aussi le resituer dans le plan France Nation Verte, qui porte au niveau national des ambitions très fortes en matière d'environnement, mais extrêmement liées aussi au numérique. Ça, c'est vraiment fort dans le livre blanc. C'est vrai que quand on le lit, on se rend compte à quel point le secteur public est prescripteur de bonnes pratiques du point de vue de ce qu'on appelle un peu l'IA frugale, l'IA responsable en fait. Et en termes de bonnes pratiques, qu'est-ce qu'on peut faire quand on a de l'IA et qu'on veut faire de
on veut faire de l'IA frugale? Il y a des bonnes pratiques particulières que vous mettez en avant? Alors évidemment, ces enjeux environnementaux, nous on les perd pas de vue, hein. On reste dans l'idée du numérique responsable. Donc quand on fait de l'IA, on y pense aussi. Oui. Donc la question du frugal, la question de l'éthique qu'on met derrière sont évidemment hyper importants. Frugal, rapidement, on va essayer de récolter des données strictement nécessaires et pas forcément d'aller capitaliser sur plein de choses dont on n'a peut-être pas besoin. Ouais. On va vérifier les ressources qui sont aussi mobilisées, hein, parce que le numérique, c'est extrêmement matériel finalement. Oui, côté data center en fait. De l'eau, de l'électricité, etc. pour faire tourner des data centers. Donc on va aller chercher des data centers qui font un travail pour être le plus frugal possible. Et on va aussi regarder la localisation du data center, les créneaux horaires auxquels ils travaillent, la présélection des modèles qu'ils vont utiliser. Tout ça sont des éléments d'efficacité, finalement, une réduction des coûts. Donc en faisant de l'IA frugale, on est bien positionné du côté du numérique responsable et on est aussi mieux positionné en termes de coûts. Donc potentiellement, c'est un avantage pour tout le monde. Mais c'est vrai que c'est un réflexe qui n'est pas forcément encore un réflexe. Donc c'était important effectivement d'appuyer sur ces points-là. Et les collectivités, du coup, dans quel grand domaine d'activité elles vont utiliser l'IA? Vous avez il y a déjà des idées, il y a déjà des exemples qui émergent sur la manière dont les collectivités utilisent l'IA? Dans quel domaine elles le font? Alors, on voit qu'en termes d'IA, vous avez de la chance parce qu'il y a un baromètre qui est sorti il y a vraiment pas très longtemps, une quinzaine de jours, je crois, de Data Publica sur les data et l'IA. Donc, on a rajouté de commun accord quelques questions sur l'IA. D'accord. Et on voit que 27% des collectivités déclarent avoir déjà recours à l'intelligence artificielle, ce qui est une progression de 12 points par rapport à l'année dernière. Donc, on voit que c'est quand même un sujet qui prend de plus en plus. C'est là clairement un sujet de grande collectivité, on va pas se mentir. Mais il faut avoir les moyens de réfléchir. Voilà, il faut avoir les moyens, il faut être dans cette recherche-là, avoir des équipes, c'est hyper important. Et évidemment, les métropoles sont les plus en pointe, ça représente 44% des répondants là-dessus, même avant les départements ou les régions. Et dans quel sujet il y a des... Et alors, les sujets, ils sont pas mal sur des domaines conversationnels, type chatbot, des choses comme ça. Pour la relation usagée ? Pour la relation usagée, évidemment. On a également des modèles prédictifs. Donc là, on va être plutôt sur ce dont on parlait tout à l'heure, l'idée de pouvoir anticiper, par exemple, on a un exemple à Nantes qui a été inspiré aussi à Toulouse et dans d'autres collectivités, de prédiction de la fréquentation de la cantine pour éviter le gaspillage alimentaire. Voilà, ce type de choses sont aussi des usages qui sont très utilisés. Et puis, on a après à quoi ça sert dans la collectivité. On a beaucoup de choses en termes de mobilité, gestion des déchets, restauration scolaire dont je vous parlais, la formation, l'administration générale. On a des choses sur les délibérations qui sont en train d'être testées, par exemple, l'occupation des sols, la fiscalité. Donc on a, sur un certain nombre de domaines clés, il y a des outils d'IA qui sont effectivement testés. Et l'avantage, c'est que c'est des grandes transversales qui concernent toutes les collectivités. Donc nous, on pense et on essaye vraiment de pousser ça aussi dans le cadre de ce travail commun avec Ecolab et le consortium, d'essayer de pousser quelques grands sujets qui seraient appropriables pour des outils qui pourraient profiter à plusieurs collectivités de manière assez simple. Et tout ça, on va le retrouver du coup à Montpellier le 7 décembre, toutes ces réflexions et toutes ces avancées sur l'IA. Céline, c'est déjà fini en fait. La demi-heure est passée, c'est l'heure de conclure. Je vous remercie beaucoup pour cet échange autour du plan d'action des collectivités territoriales vis-à-vis de l'IA. C'est l'heure de conclure, mais donc il faut quand même que je vous dise pourquoi j'ai appelé Jérôme Aline Ruby. C'est tout simplement parce qu'en fait c'était une référence à Mars Express, qui est le dernier film d'animation français qui est au cinéma en ce moment, que je vous recommande d'aller voir, qui est très bon. Et le problème de ce film-là, c'est qu'il est en train de sortir pendant Napoléon, donc il faut aller le voir vite parce qu'il va peut-être pas rester longtemps sur les écrans.
Merci beaucoup Céline. Merci. Merci beaucoup. Je prends la recommandation cinéma. Je l'avais sur ma liste. Ah ben je vous le confirme. C'est vraiment c'est intéressant. La fin est spéciale, mais je vous n'en dis pas plus. Merci beaucoup. Restez sur 93.1 FM sur Cause Commune. Je vous laisse entre de bonnes mains. C'est les émissions de Cause Commune, notamment Rayon Libre avec Jérôme. À bientôt.